J'ai lu la tribune de Gerard Baker, L'histoire se répète en Iran. Il écrit, je cite, « Ce n'est pas antipatriotique d'exprimer des doutes sur notre capacité à mener et à gagner ce type de guerre. Bien sûr, et je pense que c'est tout à fait juste, surtout venant de vous, qui depuis longtemps apportez une dose de réalisme. C'est facile de dire qu'on a la plus grande armée du monde, mais quand on regarde la réalité, même celle d'hier, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a mené quelques frappes défensives, on a bombardé des sites de missiles, des bateaux et d'autres ressources dont apparemment l'Iran dispose en quantité, comme vous le rappelez souvent. Et quand on en vient à l'idée que les Saoudiens doivent réfléchir à tout ça, si on n'arrive pas à trouver une forme de paix, ce qui apparemment est en discussion, eh bien leurs usines de dessalement vont être visées, leurs infrastructures aussi. Les Iraniens ont suffisamment de moyens pour frapper de nombreuses cibles très importantes. Et je dirais que les usines de dessalement, c'est un vrai problème humanitaire pour les Saoudiens. Ils n'auront plus d'eau potable. Donc, la réalité, c'est que dire simplement « on va se battre et on va gagner », c'est pas aussi simple que vous, Daniel Davis, le soulignez depuis déjà pas mal de temps. Alors, où en est-on là-dessus? Tu penses que Donald Trump serait prêt, non pas à exiger une reddition sans condition, mais à aller de l'avant et à accepter ce qui semble être au moins un accord de principe? En gros, rouvrir les ports, rouvrir le détroit d'Ormuz, et ensuite discuter plus longuement du programme nucléaire. C'est à peu près ce qu'on a ce matin, même si certains disent oui et d'autres non. Et bien sûr, tout dépend aussi de ce que disent les États-Unis, mais les responsables iraniens démentent, ou du moins nuancent tout ça. Je sais que ça fait beaucoup à décortiquer, Daniel, mais on a vraiment beaucoup à analyser en ce moment. Oui, commençons simplement par l'aspect militaire. C'est sans aucun doute un problème militaire impossible à gagner pour les États-Unis. Peu importe si on regarde les chiffres pour voir qui a le plus de puissance de l'autre côté, tout est massivement en notre faveur. Notre budget, l'an dernier, était d'environ 1000 milliards de dollars. Le leur, c'était quoi? 12 milliards à peu près, quelque chose comme ça. Une fraction d'une autre. Bien sûr, leur matériel est ancien, ils en ont pas beaucoup, et ainsi de suite. Mais ils ont ce qu'il faut pour défendre leur pays. Notre problème militaire est tellement plus vaste que celui de l'Iran qu'il est difficile d'en mesurer toute l'ampleur, surtout à cause de la géographie. Ce pays n'est pas seulement aussi vaste que l'Europe de l'Ouest. Il a aussi toute sa partie occidentale, presque la moitié du territoire, couverte par d'immenses chaînes de montagnes. Cela rend toute invasion terrestre pratiquement impossible. Et c'est pour cette raison qu'on n'a jamais envisagé d'y envoyer des troupes au sol. Mais en plus, c'est presque impossible de gagner dans les airs, parce qu'ils disposent de tous ces bunkers souterrains creusés dans la roche granitique. J'ai moi-même visité l'un de nos complexes, construit dans la montagne, conçu pour résister à une explosion nucléaire, quand j'étais en service actif. Et leur système est construit à peu près de la même façon. Autrement dit, on ne les fera jamais sortir de là. Peu importe le nombre de missiles qu'on possède, on ne peut tout simplement pas pénétrer aussi profondément dans la montagne. Donc, ils vont garder la capacité de frapper, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les usines de dessalement, les infrastructures pétrolières, énergétiques, les champs gaziers, tout ce que vous voulez, si on relance cette guerre. Et ça leur donne un levier de négociation énorme, et ils le savent très bien. Alors maintenant la question, c'est que peut faire le président Trump? Moi bien sûr, je pense qu'on n'aurait jamais dû commencer cette guerre. Mais c'est fait, donc on doit faire avec. Comment on en sort maintenant? L'Iran dit, écoutez, on veut bien négocier un accord. Ce blocus et les attaques des 40 premiers jours ont vraiment causé beaucoup de dégâts et de souffrances du côté iranien.
et ils ont de vraies raisons de vouloir en finir. Mais ils ne veulent pas avoir à recommencer tout ça dans 6 mois, 9 mois ou à tout autre moment, où de leur point de vue, nous et Israël serions prêts à attaquer de nouveau. Alors, ils disent, écoutez, je veux qu'au moins 12 milliards de dollars de mes fonds soient débloqués immédiatement, avec un allègement des sanctions qui sera mis en place progressivement au fur et à mesure des négociations. Et du côté iranien, on a un processus en 2 étapes. La première, c'est de rouvrir le détroit, ce qu'ils disent être prêts à faire, mais avec des conditions. Ils veulent aussi reprendre le retraitement, et ainsi de suite. Une fois cette étape franchie, on commencera à parler de la négociation sur le programme nucléaire, qui, selon eux, est bien sur la table. Donc, c'est un point positif. Mais cela veut dire que le président Trump devrait faire quelque chose qu'il a lui-même tourné en dérision sur Truth Social, en disant par exemple, Obama a donné des milliards en liquide à l'Iran dans l'accord de 2015. Or maintenant, l'Iran dit qu'il faut encore plus d'argent que ça, avant même de commencer les négociations de la première phase. Et c'est là tout le problème auquel on est confronté aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et tout ça sans un véritable changement de régime. En mettant de côté la question de savoir s'ils obtiennent un peu d'argent tout de suite, ce qui, à mon avis, serait embarrassant pour tout le monde, ou si le détroit rouvre et qu'on laisse leur port fonctionner en premier, ce qui aiderait beaucoup à désengorger le trafic maritime et tout le reste. Mais imaginons que ça se produise. Est-ce que Donald Trump serait prêt à accepter moins que ce qu'il a promis, juste pour sortir de ces difficultés que nous subissons tous à cause des répercussions économiques? Et surtout, il faut bien comprendre que sans changement de régime, ce qui impliquerait, comme vous l'avez dit, toute une série de complications militaires et bien plus encore, les Iraniens savent très bien qu'à tout moment, à l'avenir, ils pourraient refermer le détroit d'Ormuz. Ils l'ont déjà fait, et ils savent cover that down. Eh bien, c'est justement ça le point. Et je pense qu'en fait, ce qu'ils disent ce matin, c'est qu'ils ne reviendront jamais aux conditions d'avant-guerre. Le détroit d'Ormuz peut rester ouvert, et ils le garderont complètement ouvert tant que tout le monde paie des frais. Ils disent que ce n'est pas un péage. Soyons précis, c'est un droit de passage. Mais quoi qu'ils en disent, oui, ils ne renonceront jamais à ce contrôle. Donc, quel que soit l'accord que vous pensez pouvoir conclure, l'Amérique, il faut que ça en fasse partie. Sinon, il n'y aura pas d'accord, en plus de l'argent et de tout le reste. Et franchement, c'est difficile d'imaginer pourquoi ils reviendraient là-dessus, avec un tel levier entre les mains, juste pour y renoncer sur la base d'une parole, d'une promesse de notre part. Parce que, soyons honnêtes, notre parole n'a pas été très fiable ces 2 dernières années, avec les guerres qu'on a lancées en 25 et 26. Donc voilà, c'est un peu là qu'on en est, aussi du côté des difficultés. Mais pour le président Trump, je pense qu'il est en train de s'enfoncer lui-même et que ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il continue de se moquer de certains aspects de l'accord d'Obama de 2015. Pourtant, il va devoir faire quelque chose d'assez similaire, sinon il n'y arrivera pas. Et sa base le sait très bien. D'ailleurs, je crois que c'était ce matin, Jack Keane était à l'antenne et disait « Ne faites pas d'accord, Monsieur le Président. Ne le faites pas, parce qu'il ne le respecterait pas. » Et ainsi de suite. Il n'y a pas de confiance des 2 côtés. Mais le problème, Brian, c'est qu'il va bien falloir qu'il y en ait. Parce que sinon, moi j'en ai marre de payer 4,25 $ pour faire le plein de ma voiture blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne fera qu'empirer si on ne rouvre pas tout ça assez vite. Eh bien, en parlant de l'accord de 2015, je veux dire, on ne peut pas faire confiance aux Iraniens non plus. Ils étaient censés limiter leur production d'uranium. Et pourtant, ils ont construit davantage de centrifugeuses
ils ont continué à avancer vers l'arme nucléaire. Hans Blix venait de temps en temps, il nous envoyait une lettre très ferme, et rien ne se passait. Ils continuaient tranquillement leur chemin, tout en finançant des organisations terroristes par procuration. Donc le régime est mauvais, il est malfaisant. Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Mais on a l'impression qu'on ne peut pas vraiment accomplir grand-chose. Et curieusement, on dirait qu'ils ont l'avantage en ce moment. Daniel Davis, est-ce que c'est quelque chose qu'on pouvait envisager au départ? Je sais que vous ne vouliez pas lancer cette guerre au début, non, mais pensez-vous que l'administration avait envisagé qu'à ce stade, l'Iran aurait le dessus? Ils auraient dû le faire. J'ai parlé plusieurs fois avec Joe Kent après sa démission de l'ODNI, et il m'a confirmé que oui, le président avait bien été averti par plusieurs personnes, des responsables du renseignement, des hauts gradés de l'armée. Ils lui ont dit que, s'il lançait une frappe, il y avait de fortes chances que l'Iran prenne le contrôle du détroit d'Ormuz, et qu'il ne le rende peut-être jamais. D'autres lui ont dit le contraire, qu'il ne ferait pas ça, ou qu'on pourrait toujours le leur reprendre. Malheureusement, il a écouté ceux qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés engagés. Maintenant, je nuancerai un peu l'affirmation selon laquelle l'Iran aurait continué à rompre toutes ses promesses et à retraiter, et ainsi de suite. Ils n'ont fait ça qu'après qu'on soit sorti de l'accord. Tant qu'ils étaient dedans, ils s'y tenaient globalement. Et chaque fois que Hans Blix ou d'autres observateurs signalaient un écart, ils revenaient dans les clous, jusqu'à ce qu'on s'en retire. Même quand ils sont montés à 20 puis à 60, ils disaient qu'ils reviendraient à 3,67 si nous revenions dans le JCPOA. Donc voilà. Et bien sûr, une fois qu'on avait quitté l'accord, on n'allait pas faire marche arrière. Et maintenant, eh bien, on en est là. Qu'on aurait dû ou pas en arriver là, ça ne change rien. C'est la situation actuelle. La vraie question, c'est comment on en sort. Bon, il y a encore un point sur lequel je voudrais vous interroger, Daniel Davis, avant qu'on se quitte aujourd'hui. Toute cette idée de rassembler les différents pays arabes sous un grand accord d'Abraham, moi j'adore le concept. Sur le plan théorique, c'est magnifique. Tout le monde peut commercer, coopérer, s'entendre. Personne ne bombarde personne et chacun garde son propre pays. Tout va bien. Mais quelle est la probabilité que... Enfin, je sais bien que les Iraniens n'accepteront jamais la paix avec Israël. Ils détestent Israël. Ils veulent l'effacer de la carte. Mais les autres nations arabes, celles qui n'ont pas encore signé les accords d'Abraham, est-ce qu'elles vont vraiment renoncer à leur hostilité, à leur haine envers l'idée même de l'existence d'Israël? Oui, en fait, l'Arabie saoudite, c'est un peu la pièce maîtresse. C'est ce que poursuivent à la fois Israël et les États-Unis depuis l'annonce des accords d'Abraham. Et l'Arabie saoudite a toujours dit qu'elle était ouverte à cette idée. Elle serait prête à le faire si, et c'est un grand si, Israël reconnaît un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie et accorde la liberté au peuple. Ils ont dit que c'était leur condition non négociable. Et ensuite, ils veulent avancer, et d'autres suivraient. Il y a là un accord possible. Il y a une extension des accords d'Abraham qui pourrait apporter beaucoup de paix dans la région. Mais cela s'accompagne, dans la position politique actuelle d'Israël, d'une sorte de poison. Toute idée liée à un État palestinien. Ils refusent même d'envisager cette possibilité, donc c'est voué à l'échec dès le départ. L'Arabie saoudite, elle, est catégorique. Elle ne fera aucun compromis sur ce point. Il y a d'autres sujets sur lesquels ils peuvent avancer, et ils en ont vraiment envie, mais sur cette question, aucun des deux ne bouge. Du coup, tout le projet est bloqué.
Donc si la proposition saoudienne devait aboutir, et je sais à quel point c'est une demande importante, on établirait un État palestinien dans les régions dont vous avez parlé. L'Arabie saoudite, elle, adhérerait à l'idée des accords d'Abraham. Est-ce que cela entraînerait avec elle les autres nations arabes? Est-ce que cette concession du côté israélien fonctionnerait pour tous les autres pays, à part, bien sûr, les Iraniens? Non, je pense que oui. Je crois que la plupart des autres pays veulent la même chose. Ils aimeraient vivre en paix. Tous ces pays du Golfe, touchés par cette guerre, ne souhaitent rien d'autre que de voir disparaître toutes les raisons de faire la guerre, pour pouvoir simplement faire du commerce, vendre leur pétrole, en tirer des revenus et s'occuper de leur population. Ils en rêveraient, mais c'est un problème énorme, et jusqu'à présent, il n'a jamais été résolu. Et je suppose qu'à partir de ce moment-là, le Hezbollah serait privé de financement. Le Hezbollah n'obtiendrait pas ce qu'il veut, c'est-à-dire la disparition d'Israël, mais tous les autres pays cesseraient probablement de financer les terroristes. On n'y pense pas souvent ici, mais aussi bien le Hamas que surtout le Hezbollah et les Houthis, tous affirment qu'ils se battent à cause de ce qui se passe pour les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Si ce problème était résolu, et les Houthis l'ont déjà montré, quand Israël a respecté ce qu'il avait annoncé sur les cessez-le-feu, ou peu importe la formule, ils se sont retirés. Donc, il y a toutes les raisons de penser que le Hezbollah ferait la même chose. Parce que eux non plus n'ont aucune envie de se prendre des missiles israéliens ou des obus de chars à chaque nouvel incident. Ils aimeraient bien ne plus avoir à faire ça. Alors oui, si on arrivait à ce point-là, les effets positifs seraient nombreux. On le saura un jour. Daniel Davis, Deep Dive, chaque mardi, ici dans l'émission du matin sur 55 KRC à 8h30. Retrouvez-le pendant la semaine, ainsi que toutes les conversations qu'il a avec ses invités. Merci pour votre temps, comme toujours, Daniel Davis. Toujours un plaisir, Brian. À la prochaine. Bonne semaine à vous. 842-55 KRC, la station de débat. On va parler d'assurance santé et de comment la payer moins cher. John Roman arrive juste après. Ne partez pas. Ici 55 Station, ER Radio.